Donc, je me représente Mylène Vallée, gestionnaire de programme à la Fondation de la Faune. Donc, on est ici pour discuter du programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole. Donc, au cours de la présentation, je vais vous donner de l'information, entre autres, sur les objectifs du programme, les champs d'intervention et les activités qui sont admissibles pour le programme, les modalités administratives et financières. Aussi, on va parler des critères d'évaluation de votre demande, si vous présentez une demande. On va vous donner de l'information également sur comment présenter une demande et les obligations du promoteur et reddition de comptes. Ça, c'est lorsque vous avez terminé votre projet, qu'est-ce qu'on va vous demander? Bien, les objectifs du programme, en fait, ce que la Fondation veut financer à travers ce programme-là, c'est la restauration et l'aménagement d'habitats dans des secteurs agricoles qui sont favorables à la faune ou des zones qui présentent un bon potentiel pour celles-ci. Aussi, on veut financer la réalisation d'activités de transfert de connaissances qui vont encourager l'adoption de pratiques agricoles bénéfiques pour la faune et la biodiversité. Les organismes qui sont admissibles et le territoire d'intervention sur lequel on veut qu'il y ait des projets, en fait, c'est tout organisme privé ou public légalement constitué peut déposer une demande. Toutefois, les particuliers et les entreprises agricoles comme telles ne sont pas admissibles. C'est l'ensemble du territoire agricole là, qui est admissible, là, sur lequel vous pouvez faire votre projet. Et puis, c'est important de savoir que la priorité va être accordée aux projets qui s'intègrent dans une démarche collective. Ce qu'on entend par démarche collective, c'est une démarche qui englobe plusieurs producteurs et qui mobilise les producteurs autour d'une problématique faunique précise. Je vous donne un exemple. Si vous voulez faire un corridor faunique entre deux boisés, deux habitats fauniques, deux boisés qui sont en milieu agricole, bien évidemment, ça va vous prendre la participation de plusieurs producteurs pour y arriver. Donc, vous comprenez que nous, on encourage les démarches qui sont collectives. Les champs d'intervention qui sont admissibles, acquisition de connaissances et planification, vous voyez en caractère gras planification, parce que c'est vraiment, si on fait de l'acquisition de connaissances dans ce volet-là, c'est vraiment dans le but de faire une planification de travaux qui vont avoir lieu rapidement après la planification. Ensuite, restauration, aménagement et transmission des connaissances. On va voir dans les prochaines diapositives, en fait, quelles activités qui sont admissibles à l'intérieur de ces champs d'intervention-là. Donc, acquisition de connaissances et planification, ce qu'on souhaite financer, c'est des plans d'aménagement individuels ou des études d'avant-travaux. Ce qu'on entend par plan d'aménagement individuel, on parle un peu des cahiers de producteurs, là, si vous êtes peut-être plus familier avec ce terme-là. Ces cahiers-là ou ces études d'avant-travaux-là doivent concerner de la restauration, que ce soit des milieux terrestres, riverains, humides ou hydriques en milieu agricole, ou la restauration de la connectivité écologique entre différents habitats fauniques. Ça peut être via de l'aménagement de corridors écologiques terrestres ou riverains, ou on peut aussi faire le rétablissement de la connectivité hydrologique, c'est-à-dire dans des milieux hydriques, des cours d'eau. Mais il ne faut pas oublier que ce doit être fait au bénéfice de la faune. Également, on va aussi permettre des plans en lien avec les aménagements d'habitats fauniques pour la réalisation, pour les plans d'aménagement et les études d'avant-travaux. Ces cahiers-là, ces plans-là doivent inclure une description des enjeux et de la problématique faunique, doit également inclure la description des travaux qu'on veut faire ultimement, donc la nature, l'envergure, le détail, et aussi une cartographie des travaux à venir, finalement. Pour les travaux de restauration, bien, la restauration de la connectivité écologique, dont on parle ici d'aménagement de corridors écologiques. Si on veut aménager des corridors écologiques riverains ou terrestres, ils doivent avoir une largeur minimale de 5 à 10 mètres, offrir une bonne diversité végétale et puis, évidemment, favoriser la connectivité en des habitats d'intérêt en milieu terrestre et riverain. Également, bien, on finance la restauration de milieux terrestres et riverains, tout simplement. Donc, tous travaux visant à convertir des superficies cultivées ou laissées à l'abandon en habitat naturel favorable à la faune. Donc, sans être exclusif, on parle ici des portions de champs, des bandes riveraines, des coulées, îlots boisés, friches. C'est tous des exemples d'activités de restauration qui peuvent être faits en milieu terrestre et riverain.
Ensuite, encore au niveau de la restauration, si on se dirige plus au niveau milieu humide et hydrique, on finance également de la restauration de la connectivité hydrologique, donc rétablissement de la connectivité hydrologique, encore une fois, je le souligne, au bénéfice de la faune. On ne financera pas des projets d'écoulement de libre circulation de l'eau, par exemple, ou de rétablissement du libre écoulement de l'eau, s'il n'y a pas un clair lien avec le bénéfice faunique qu'il y a derrière ça. Donc, on parle ici, par exemple, de rétablissement d'un cours d'eau par le réaménagement de ponceaux, d'une traverse de cours d'eau ou la reconnexion de milieux humides ou hydriques. Puis, on va financer également des activités de restauration de milieux humides et hydriques comme tels. Donc, tous travaux visant à restaurer des milieux humides, des plaines inondables, des cours d'eau. Si on passe à un autre champ d'activité, d'intervention qu'on finance, c'est les aménagements fauniques. Pour ça, c'est important que la présence de conditions favorables aux aménagements soit démontrée dans votre demande de financement. C'est-à-dire que, par exemple, on ne financera pas des frayères dans un cours d'eau si le cours d'eau n'est pas restauré ou qui ne présente pas des bonnes conditions pour la faune, entre autres. Donc, on parle ici de tous travaux d'aménagement ou d'implantation de structures visant à bonifier les habitats fauniques. On en voit quelques exemples ici à l'écran. Nichoirs, abris pour la faune, frayères, seuils. Enfin, le dernier champ d'intervention qu'on va financer, c'est la transmission des connaissances. On ne peut pas faire des transferts de connaissances qui sont avec un public cible qui n'est pas nécessairement, qui est plus grand public. On doit s'adresser à une clientèle clé dont les changements de comportement peuvent être bénéfiques pour les habitats fauniques en milieu agricole. Donc, on finance vraiment là, des transferts de connaissances à une clientèle spécifique et non grand public. Les activités de transfert de connaissances doivent concerner de la restauration de la connectivité en différents habitats, des aménagements fauniques aussi. Et ils peuvent également, le transfert de connaissances peut se faire au niveau de l'adoption de pratiques bénéfiques pour la faune et la biodiversité en milieu agricole. Ça peut prendre la forme, sans être exclusif encore, c'est des exemples, des ateliers de transfert de connaissances, des journées de sensibilisation, des démonstrations sur le terrain, de la production de guides ou des pliants. Alors là, on a fait pas mal le tour des activités qui sont admissibles au programme. Les priorités du programme, on accorde la priorité aux travaux de restauration et aménagement parce que là, on est directement sur le terrain, donc c'est notre priorité. Ensuite, acquisition de connaissances et planification et enfin, transmission de connaissances. Les activités qui ne sont pas admissibles, on en a quelques exemples ici. Il y en a, si vous voulez plus de spécificité par rapport aux activités non admissibles, vous pourrez poser vos questions à la fin de la rencontre. Mais au niveau des activités non admissibles, entre autres, il y a les projets qui concernent un territoire général sans ciblé d'habitat favorable pour la faune. Ça doit être présenté, votre demande. Là, vous devez vraiment cibler l'enjeu faunique auquel vous voulez vous adresser. On ne peut pas y aller vraiment avec des habitats de façon générale. Il faut quand même que ce soit assez ciblé. Stabilisation de berges, ce n'est pas le genre de projet qu'on finance à moins que ce soit nécessaire à la protection d'un habitat ou développement de population faunique. L'entretien de cours d'eau pur et dur n'est pas admissible non plus. Il faut que la bonification faunique lors d'un entretien de cours d'eau est admissible, mais uniquement l'entretien de cours d'eau n'est pas admissible. Les frais associés à l'implantation d'espèces végétales non indigènes ne sont pas admissibles. Tous les travaux de compensatoire découlant d'une obligation légale non plus. Et puis, les projets de nichoirs et dortoirs sont admissibles uniquement s'ils sont intégrés dans un projet de restauration. Bon, quelques modalités administratives et financières. Vos projets doivent se dérouler les projets se déroulent sur une période maximum de 24 mois, donc doivent durer 2 années maximum. La date limite pour déposer vos demandes, c'est le 15 janvier. Et puis, l'aide financière peut couvrir jusqu'à 75 des coûts admissibles du projet. Maintenant, les critères d'évaluation sur lesquels on se base pour évaluer vos demandes, il y a la priorité de l'activité prévue dans le cadre du programme. On les a vus tout à l'heure.
La qualité de la démarche collective, les gains phoniques escomptés par votre projet, la pertinence de l'intervention au regard de la problématique. Donc, si vous ciblez une problématique dans votre demande et puis qu'on voit que le projet n'est pas directement en lien avec cette problématique-là, bien, ça peut peut-être être un bémol. Fait qu'il faut que vous prouviez que l'intervention que vous proposez va vraiment avoir un impact positif sur la problématique. La qualité de la demande et le degré de planification, la qualité du montage financier, le rapport coût-bénéfice de votre projet, la capacité du requérant à réaliser le projet et assurer le suivi. Donc là, on vous demande en fait de prouver que vous êtes quand même capable de livrer votre projet. Sinon, vous pouvez vous adjoindre aussi à des partenaires qui ont l'expertise pour vous aider à ce niveau-là. Le maillage des partenaires aussi, les projets qui sont en concertation avec différents partenaires, ça vous donne des points. Le maillage d'organismes agricoles et fauniques ensemble, c'est un bon, c'est une bonne chose. On voit ça d'un bon œil ici à la Fondation. Maintenant, pour présenter une demande, ben, en fait, sur le site Internet de la Fondation, ben, vous avez, si vous allez à la page qui est en lien avec le programme agricole, vous allez trouver le formulaire de demande, donc vous devez le remplir. Les pièces obligatoires à joindre, là, je ne les énumérerai pas toutes. Vous allez voir le guide d'information aussi sur le site Internet qui va tout vous énumérer ce que vous allez avoir à fournir lorsque vous présentez votre demande, mais je peux peut-être apporter quelques précisions par rapport à certains points. Une chose qu'on aime beaucoup, c'est d'avoir une carte de localisation du projet qui illustre clairement les habitats fauniques d'intérêt sur lesquels vous voulez vous pencher et qui permettent de bien situer l'emplacement de vos activités. Fait qu'essayez d'être assez précis là, au niveau de la carte, qu'on voit bien où est votre projet, où sont les enjeux fauniques. C'est quelque chose qu'on aime voir à la Fondation. Pièce justificative attestant que le projet est réalisé dans le cadre d'une démarche collective. On n'a pas vraiment de modèle à vous proposer. Dans le fond, ce qu'on veut savoir via cette pièce-là, c'est que vous nous fournissiez un document qui indique c'est qui les producteurs agricoles qui sont impliqués dans la démarche collective. Puis on demande aussi une signature des producteurs. Fait que c'est un peu pour nous ça nous permet de voir que oui, c'est comme une preuve qu'il y a effectivement une démarche collective là, à l'intérieur de votre projet. Puis, le tableau des indicateurs de résultats anticipés, ça, c'est également disponible sur le site Web. Je vais essayer de le partager. Dans le fond, c'est qu'il faut que vous remplissiez la colonne résultats anticipés de ce tableau Excel-là. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui, OK. Donc, vous voyez ce tableau-là qui est disponible sur Internet. Vous avez les 4 champs d'intervention, les différents onglets. Donc, si votre projet concerne acquisition de connaissances et planification, vous allez tout simplement remplir la colonne cible. Donc, par exemple, si vous produisez des plans, vous savoir le nombre de plans, le nombre de producteurs que vous ciblez, qui vont s'engager à effectuer des travaux, puis les superficies, longueurs caractérisées. Donc, on veut ça lorsque vous déposez votre demande, la colonne cible remplie. Et puis, à la fin de votre projet, en fait, on va vous demander d'utiliser exactement le même document, puis de remplir la section résultats. Donc, ça, c'est pour présenter votre demande pour tout projet. Et si vous faites un projet de restauration et d'aménagement, on va vous en demander un petit peu plus. En fait, on va vous demander de nous fournir l'étude d'avant-travaux qui expose les interventions détaillées, puis leur justification. On va vous demander des cartes qui présentent les sites à restaurer, les aménagements qui sont prévus. Si ça fait partie, si votre projet est une deuxième phase, d'une phase de travaux que vous avez déjà fait préalablement, on va vous demander aussi le bilan des réalisations qui ont été faites sur le territoire avant les futurs aménagements prévus. Et également, ben, on va vous demander un document signé par le propriétaire attestant son accord pour la réalisation des travaux que vous souhaitez faire. Enfin, les obligations reddition de compte, bon, vous avez présenté votre demande, elle a été acceptée, puis là, ben, vous êtes à la fin de votre projet. Donc, pour tout projet, on va vous demander un rapport final qui présente en fait la méthodologie utilisée, entre autres.
je l'ai devant moi, mais je ne l'ai pas écrit. Une description des principales retombées et résultats de votre projet, une cartographie, des photos, évidemment, et puis peut-être une petite revue de presse des activités de communication qui ont été réalisées dans le cadre de votre projet. On va également vous demander de remplir le bilan financier de votre projet. Le formulaire est disponible sur notre site Web. Et puis, le fichier Excel que je vous ai présenté tout à l'heure avec la colonne résultats, la colonne résultats de votre projet dûment complété. Pour les projets d'acquisition de connaissances et planification, on va vous demander les fichiers de forme des travaux que vous allez avoir planifiés. Donc, on parle ici des shapefiles. On va également vous demander un exemplaire des plans d'aménagement des propriétaires que vous avez faits ou de l'étude d'avant-travaux. Pour les projets de restauration et d'aménagement, le promoteur va devoir assurer un suivi durant les 3 années suivant la réalisation du projet. Le formulaire de suivi est disponible sur notre site Web. Et encore une fois, on va vous demander les shapefiles, donc les fichiers de forme des travaux qui ont été réalisés. Et enfin, pour les projets de transmission de connaissances, on va vous demander une copie des outils d'information qui ont été produits. Donc voilà, ça fait pas mal le tour.